Bonjour Franck, Bonjour Charlie. comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien. Alors Franck, toi tu es basé en Inde. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment ça se fait que tu es arrivé dans ce pays? Alors, je suis arrivé en Inde il y a très longtemps, au début des années 90, pour faire un VSNA. À l'époque, il fallait faire son service militaire quand on était français, donc j'ai choisi de le faire en ambassade. Et c'est comme ça que j'ai débarqué au consulat général de Bombay au tout début des années 90. J'y suis resté quelques années. Je suis rentré en France, j'ai fait plusieurs jobs et je suis revenu en Inde au début des années 2000, en 2004 exactement, et je n'en suis pas parti. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais en Inde? Alors, en ce moment, je suis un marchand d'art. Donc, je vends en fait de grands artistes internationaux à des collectionneurs indiens, des gens comme Manish Kapoor, comme Tony Cragg. Donc, ma base, ce sont les collectionneurs indiens, mais j'ai commencé à étendre un petit peu mes affaires et je vends maintenant à des collectionneurs dans le Golfe, essentiellement à Dubaï, à Abu Dhabi. J'essaye l'Arabie Saoudite, des choses comme ça. Donc, ma localisation, on va dire, est en Inde, en ce moment à Bangalore. Mon activité est un petit peu dans la grande région du sous-continent. Alors Franck, toi tu es donc à Bangalore. C'est d'ailleurs là que sont la majorité des Français. Ils sont où les Français en Inde et combien sont-ils? Alors, il y a deux grosses communautés françaises en Inde qui correspondent à deux circonscriptions consulaires. Il y a les Français qui sont à Pondichéry, dans l'état du Tamil Nadu du Kerala. Tous ces Français-là sont les Français d'origine indienne. Hein. C'est un souvenir du comptoir français de Pondichéry. Dans cette communauté, ils sont à peu près 4 à 5 000. On a le reste de l'Inde, dans lesquels on n'est pas si nombreux que ça, en fait. On est à 2 milliers à peu près 2000 Français qui vivent dans le reste de l'Inde, essentiellement dans les grandes villes indiennes. Donc les grandes, ce qu'on appelle mégalopoles, Delhi, Bombay, Bangalore, sont les trois villes principales qui accueillent les Français. Les Français sont souvent des expatriés au sens vraiment technique du terme. Maintenant, de plus en plus de Français viennent en Inde, y restent et deviennent un petit peu des Français en mobilité, comme on dit de plus en plus souvent aujourd'hui. Donc, des Français qui ne sont pas obligatoirement sur des contrats d'expatriés, mais qui sont là sur des contrats locaux, qui ont monté des affaires, qui ont du succès, qui restent en Inde parce qu'ils ont vraiment fait le choix d'habiter en Inde, en fait. Donc, mais essentiellement dans les grandes villes où la vie est quand même un petit peu plus facile que dans les campagnes indiennes. Alors justement, j'allais te demander pourquoi les Français décident déjà de s'expatrier en Inde et pourquoi certains décident d'y rester. Quels sont en quelque sorte les attraits de ce pays? Alors, l'Inde, c'est un pays qui est toujours assez excitant, on va dire. Donc, en ce moment, la situation politique n'est pas super drôle, mais ça n'a pas empêché les Français d'y rester, en tout cas ceux qui y sont. Euh, les Français y viennent parce que, alors ceux qui connaissent mal le pays et qui font mal leur devoir avant d'y venir, ils viennent parce qu'ils pensent que c'est un grand Eldorado dans lequel on peut encore faire fortune. C'est un peu les mines cachées que personne n'a trouvées, et ceux-là, généralement, ne restent pas très longtemps. Ceux qui restent vraiment longtemps sont ceux qui viennent parce qu'ils ont un vrai projet. Ils ont étudié la possibilité d'ouvrir une boîte, d'ouvrir une usine, d'ouvrir un restaurant, un hôtel, une agence de voyage spécialisée. Donc, c'est un petit peu ceux-là qui restent longtemps en Inde parce qu'il faut le temps de monter l'affaire, de la développer, de recruter, euh, de vendre et de vendre de façon à avoir un peu de succès. Et donc, obligatoirement, voilà, il y a deux types de Français. Les difficultés qu'on a généralement pour s'implanter sont les difficultés un peu classiques quand on vient dans un pays très en voie de développement, on va dire, hein, qui se développe très vite. Souvent, on voit que les autorités indiennes préfèrent donner, on va dire, l'avantage ou la priorité à des Indiens. Bon, c'est assez fair-play. Hein. L'Inde aujourd'hui a un pool de talents extraordinaire. On n'a plus vraiment besoin techniquement des expatriés qui apportent une compétence pour développer des affaires en Inde. Les Indiens savent très très bien le faire sans nous.
Donc, une première difficulté vient avec la concurrence, on va dire, des Indiens bien formés, souvent en Inde, aux États-Unis, en Europe. Deuxième difficulté qui est de plus en plus importante est l'attribution des visas à ces entrepreneurs qui veulent venir s'installer en Inde. L'Inde vérifie de plus en plus, on va dire, la viabilité des projets, les compétences des gens qui veulent venir, à qui on attribue des visas de travail ou à qui on attribue des visas business. Pourquoi on vient, il faut présenter un business plan, des choses comme ça. Donc ça, il faut vraiment avoir un beau projet pour venir s'installer en Inde, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait venir un petit peu n'importe comment, on passait du temps, on était content, ça allait, on restait, ça n'allait pas, on repartait, éventuellement on revenait. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus difficile, beaucoup plus organisé, on va dire, et parce que là, on va dire, on n'a plus obligatoirement besoin de projets un petit peu aléatoires qui n'apportent pas de valeur au pays, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que les visas sont la principale difficulté pour les Français en Inde? Et est-ce que d'ailleurs tu vois d'autres difficultés? Alors, ils sont vraiment maintenant de plus en plus difficiles à obtenir. On n'a pas le concept, par exemple, de résident permanent en Inde quand on y habite, même depuis très longtemps. On renouvelle son visa tous les ans. Donc, tous les ans, on repasse devant le jury, j'allais dire, administratif de l'immigration. Donc, si on a payé ses impôts, si on a vraiment tout fait comme il faut, normalement, on n'a pas de problème. Mais jusqu'au jour où il pourrait y avoir un officier de l'immigration qui nous dise, mais attendez, quelles compétences vous apportez, on n'a pas besoin de vous. Et ça arrive assez régulièrement. Un de nos collègues a été à Bangalore, a été par exemple bloqué en France 3 mois. Le profil est tout simple, c'est quelqu'un qui a monté une usine il y a 40 ans en Inde, qui a eu 1000 employés en Inde dans le textile, et d'un seul coup, quand il a renouvelé son visa, on lui a demandé, mais prouvez-nous que vous avez les compétences pour diriger une usine de 1000 personnes. Donc le monsieur, il a 65 ans, il fait ça depuis 40 ans, son entreprise marche très très bien, mais ils l'ont quand même laissé coincé en France presque 3 mois. Ils ne voulaient pas lui attribuer de visa, ils lui demandaient toutes sortes de papiers qui n'avaient plus beaucoup de sens, comme par exemple ses diplômes. Donc à 65 ans, se faire réclamer des diplômes par l'administration indienne alors que on est connu, qu'on a 1000 employés, que l'entreprise marche bien, c'est un petit peu ridicule. Mais bon, il a quand même eu peur, quoi. Donc, il s'est dit, je ne vais jamais pouvoir revenir là où j'habite et là où j'ai mes intérêts économiques. Donc, le visa est un vrai problème, un problème qui stresse tout le monde, expatriés, contrats locaux, à chaque fois qu'il faut le renouveler. Et justement, comment tu fais pour te projeter, projet à long terme, si tu n'as pas la résidence permanente? D'ailleurs, est-ce que tu pourrais avoir la double nationalité? Peut-être que ça réglerait Non, le non. problème? Alors, on Non, peut pas. En Inde, on ne peut pas avoir de double nationalité, donc il faut d'accord. choisir. Donc souvent, les Français restent français. Ils s'adaptent, on va dire, au système indien. Ils refont leur visa tous les ans en se disant pourvu que que ça dure, quoi, si j'ai envie d'y habiter. Donc, moi, j'y suis depuis 20 ans, j'ai toujours réussi à renouveler, mais bon, peut-être qu'un jour, je n'y arriverai plus. Euh, Essentiellement, ça dépend des impôts qu'on paye, en gros. Donc, si on paye ses impôts, j'ai tendance à croire on est tranquille, mais bon, on n'est jamais à l'abri, comme cet ami dont je viens de relater l'histoire, d'un officier de l'immigration qui se pose des questions un peu zélées et qui nous embête. Donc, pour se projeter, c'est difficile. Quand on veut se projeter à 10 ans, 20 ans, j'imagine que quand c'est le cas, quand on fait des business plans, on essaye de ne pas tenir compte de cette difficulté du visa en se disant, bon, allez, on croise les doigts, ça ira bien. Mais on voit de temps en temps des gens à qui on ne renouvelle pas le visa, des Français qui sont obligés de repartir. Souvent, ce sont des consultants, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas obligatoirement un business en millions de dollars. Et parfois, à ceux-là, on dit, désolé, vous ne servez pas à grand-chose, on ne vous donne pas de visa et vous rentrez chez vous. Donc là, c'est vraiment compliqué. Donc Donc, souvent, on n'achète pas de maison, on n'achète pas de voiture, on loue de façon à être flexible. est-ce que Si tu pourrais jamais acheter une maison on si doit tu le rentrer. voulais? Vous pouvez Alors on acheter? pourrait, ouais, les étrangers peuvent acheter des appartements, par exemple, en ville, mais on peut pas, on n'a pas le droit d'acheter ce qu'ils appellent des terres agricoles. Donc acheter un terrain, faire construire des choses comme ça peut être assez compliqué quand on est étranger, et très très peu d'étrangers le font, encore moins de Français en fait.
Donc, l'astuce, souvent, c'est d'acheter par l'intermédiaire d'une boîte, mais du coup, ça complique. C'est vraiment pas pratique. La plupart des Français qui sont en Inde, qui sont pas des familles binationales, hein, qui sont vraiment des familles, j'allais dire franco-françaises, ceux-là n'achètent pas. Ils viennent, ils louent, ils restent en Inde aussi longtemps qu'ils le veulent, que leur business est profitable et ils ne pensent même pas à acheter. D'accord. Donc, tu nous as présenté les attraits du pays, les difficultés principales pour la communauté française en Inde. Ça, maintenant, c'est, on va dire, en période normale. On est évidemment en pleine période de Covid. Ma question, c'est quelle est la situation en Inde et comment s'en sort la communauté française? Est-ce que vous avez, par exemple, la possibilité de sortir, rentrer du pays comme vous voulez? Est-ce que vous avez accès aux tests, aux vaccins? Alors, les allées-venues sont possibles parce que depuis le début de la crise, l'Inde et la France ont mis en place un accord bilatéral qu'ils ont appelé une air bubble, de façon à ce que les Français puissent toujours revenir en France et rentrer en Inde s'ils ont les papiers nécessaires pour le faire, et inversement, les Indiens puissent faire le chemin inverse. Donc, voyager n'a jamais été une très grosse difficulté, si ce n'est qu'au tout début de la crise, il y avait moins de vols, voilà, toutes ces choses-là. Les vols étaient un petit peu chers et tout ça. Mais en tout cas, voyager n'a jamais été une grosse difficulté. Est-ce qu'on a accès aux vaccins? Oui, l'Inde est le pays qui fabrique quasiment tous les vaccins du monde. Le problème, c'est qu'ils en fabriquent pas beaucoup, et pas assez. Ils en fabriquent beaucoup, mais pas assez pour vacciner leur population, et ça va très, 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 très lentement. Et est-ce que nous, les Français, avons la possibilité de nous faire vacciner par le système indien? Oui. Donc, on fait comme tous les Indiens, hein, en fonction des catégories d'âge, de priorité, toutes ces choses-là. On va Gratuitement? soit dans. Non, c'est pas gratuit en Inde. Ah, Il faut payer, mais c'est un prix dérisoire. Moi, j'ai payé pour ma vaccination 250 roupies, donc c'est même pas un ou 2 euros, quoi. Donc, mhm. c'est vraiment c'est presque soutenir la personne qui nous a vaccinés. Donc, les vaccins ont été disponibles pendant très longtemps. On n'en a pas assez, ça c'est sûr. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes. On a dû attendre 3 mois entre deux injections, voilà, des choses comme ça. Euh, Visiblement, médicalement, c'est pas si mal. Euh, Est-ce que la situation sanitaire est difficile? Oui, elle l'a été pendant vraiment les pics de la crise. C'était difficile. Alors, pour la communauté française, pas plus que pour les Indiens, j'allais dire, mais c'était très, très stressant. Notre premier confinement était assez rigolo, presque, on pourrait dire. Tout le monde l'a pris un peu légèrement. Le deuxième a été vraiment moins drôle. Tout le monde est resté chez soi parce que on avait autour de nous des amis qui tombaient malades, qui étaient hospitalisés, parfois qui mouraient. Et donc, on a tous eu très peur. On était vraiment confinés, cloîtrés à la maison avec la crainte de sortir en se disant, je vais limiter mes sorties le plus possible. On avait un confinement strict. On pouvait sortir que de 6 heures à 8 heures du matin pour faire ses courses. Le reste du temps, il fallait rester à la maison. Donc, c'est sûr qu'en Inde, on n'était pas très contrôlé, mais les gens avaient vraiment la trouille. En tout cas, les Français avaient la trouille, donc ils respectaient vraiment ce confinement, j'allais dire presque à la lettre. Pour ceux qui n'avaient pas de voiture, on n'avait pas de taxi. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas aller bien loin de la maison. Hein, donc, tout était limité. On pouvait alors bien sûr se faire livrer à la maison. Hein, ça, c'est j'allais dire, un des aspects magiques de l'Inde. Hein. On peut vivre chez soi quasiment en se faisant livrer tout ce qu'on veut, y compris des bons petits plats, des légumes organiques, toutes ces choses-là. Donc, bon, voilà, c'était pas non plus super difficile par rapport aux Indiens qui n'avaient pas d'argent, qui vivaient dans la rue ou dans les campagnes. Notre confinement n'a pas été dramatique, même s'il a été stressant pour la communauté française. Encore plus stressant que vers la fin du confinement, on a perdu quelques Français morts du Covid, en fait. Donc ça a aussi été un choc pour la communauté en général. Et on s'est dit, oh là là, il va pas falloir rigoler, on va vraiment porter les masques, on va vraiment se laver les mains, on va vraiment rester à la maison autant qu'on le peut, de façon à ne pas attraper le Covid. On a vu des images à la télé française sur les hôpitaux surchargés, toutes ces choses-là, c'était comme ça. Hein, c'était pas des images, malheureusement, prises à la sauvette d'une crise précédente, c'était la vraie crise Covid. Les autorités indiennes ont eu du mal à fabriquer de l'oxygène. La France a envoyé de l'oxygène par container entier pour aider les hôpitaux qui n'en avaient pas. Donc, il y avait vraiment une situation sanitaire assez, pas si on peut dire catastrophique, mais en tout cas assez dramatique.
L'Inde a beaucoup été aidée par ses partenaires commerciaux, dont la France et beaucoup d'autres pays. Mais voilà, la situation n'était pas rigolote, quoi. Et aujourd'hui, vous avez donc accès au vaccin. C'est toute la population qui Tout le est monde, vaccinable? ouais, tout le monde peut se faire vacciner. Tout le monde peut se faire vacciner. Donc, il y a une grosse usine qui produit les vaccins à Pune, dans la région de Bombay. C'est elle qui produit en millions. Je crois que l'Inde, au dernier recensement, avait vacciné à peu près 350 millions de personnes. Donc, c'est des chiffres énormes, hein, quand on les regarde sur le papier. Mais bon, il y a encore 1 milliard de personnes à vacciner. Donc, il va falloir encore des mois, certainement, pour vacciner toute la population, avec le risque que de nouveaux variants se développent parce que bah, la population n'est pas vaccinée assez vite et tout et tout. On commence à voir aussi beaucoup de superstitions qui apparaissent autour de la vaccination, particulièrement dans les campagnes, mais pas seulement dans les campagnes, où les gens n'ont pas envie de se faire vacciner. Ils ne savent pas pourquoi, on leur demande de se vacciner, ils savent pas, quand ils savent pourquoi, ils se demandent s'il ne va pas y avoir des effets secondaires, particulièrement pour les femmes, sur les enfants qu'elles pourraient avoir, des choses comme ça. Donc c'est difficile. On va dire que la population urbaine commence à être vaccinée. La population rurale, on ne sait pas trop, mais compte tenu des articles qu'on lit, de ces superstitions, de ces difficultés, on pense qu'il va falloir vraiment un long moment avant d'atteindre au moins la moitié de la population vaccinée. Tu appelles ça les fake news? Tu penses que c'est ça, des fausses Alors, nouvelles? je dirais pas les fausses nouvelles, il y a beaucoup de superstitions, hein. L'Inde est un pays dans lequel la vaccination, je crois, n'est pas obligatoire pour quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu nouveau qu'on dise aux populations, il faut vous vacciner avec une piqûre. Quand on a fait ces grandes campagnes quand on a fait, moi, j'ai pas participé, mais par exemple, quand la fondation Bill Gates a participé, je crois, à l'éradication de la polio en Inde, c'était des gouttes qu'on donnait aux enfants. Donc, les mamans avaient bien compris que en mettant une goutte ou deux dans la bouche du petit bébé, ça le protégerait pour le reste de sa vie. Ça allait, c'était pas dramatique. Là, maintenant, c'est une piqûre, toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi on injecte comme ça des choses dans le corps et à quoi ça va servir. Alors, je ne dirais pas des fake news, mais simplement parfois l'absence de news. Dans les campagnes indiennes, hein, dans des villages, parfois on n'est pas super bien connecté, on n'a pas l'information des villes ou on ne veut pas la voir. Et puis, il y a toute une partie de la population qui dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, les Indiens sont super immunisés, ils n'attrapent rien. C'est un petit peu pour ça aussi que l'Inde a pris beaucoup de retard dans ses campagnes de vaccination, hein. Tout au début de la campagne, l'Inde a préféré exporter euh, ces vaccins plutôt que de les conserver dans le pays parce que la situation était un petit peu, j'allais dire, normale. On avait l'impression que l'Inde n'était pas très touchée par le Covid au tout début de la crise. Donc l'Inde a exporté des millions de doses de vaccins dans la région pour faire un petit peu ce qu'on appelle de la diplomatie sanitaire, pour faire la concurrence surtout à la Chine. Je pense que ça a été un très mauvais choix. Il aurait fallu garder les vaccins pour pouvoir vacciner justement la population indienne beaucoup plus vite que ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a un retard en fait à l'allumage. Et ce retard, les Indiens et les gens qui vivent en Inde le payent aujourd'hui, quoi. Le stress, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont vraiment sur le terrain. On a encore des États confinés, des États comme le Kerala, par exemple, où la situation est vraiment pas bonne du tout. Il y a des couvre-feux dans certaines villes du Maharashtra. Le Maharashtra, c'est l'État où il y a la ville de Bombay, donc quand même un peu le poumon économique de l'Inde. On dit que ça va bien à Delhi, mais on se demande si c'est vraiment le cas. Les écoles rouvrent, mais certaines restent en ligne. Donc, bon, on ne sait pas trop, en fait, quelle est la situation. Mais en tout cas, elle n'est pas géniale, ça c'est clair. Et pour ce qui est de l'accès aux tests, est-ce que les tests sont gratuits ou vraiment peu chers comme les vaccins? Alors, les tests PCR, souvent, sont faits dans le privé. Si on le fait à l'hôpital public, ils sont gratuits ou quasi gratuits. Dans le privé, ça vaut quand même assez cher. Donc, encore une fois, pour les expats, ça va. Pour les Indiens des classes supérieures, moyennes supérieures, ça va. Mais dès l'instant où on descend un petit peu en dessous, ça fait quand même assez cher. Quand, par exemple, j'ai fait mon test pour venir en France, mon test PCR, j'ai payé quasiment 2500 roupies. Ça fait, faut diviser par, ça fait 30 € quand même. Donc, c'est quand même assez cher.
Même pour nous qui payons en euros, c'est pas donné, quoi. Donc, les Indiens trouvent que c'est aussi cher, évidemment. Et aller dans des hôpitaux publics pour le faire, c'est possible, c'est presque gratuit. Mais du coup, il faut faire la queue, faut s'exposer aussi, hein. Sans doute on prend plus de risques hein, quand on fait la queue qu'on va à l'hôpital public. Dans la queue, il y a beaucoup plus de monde et peut-être des gens qui peuvent être malades, hein. Quand on vient faire son test PCR, quand on est expat, c'est souvent pour voyager. Quand on est indien, c'est peut-être parce qu'on a des symptômes. Euh, donc, c'est pas pratique du tout, quoi. Et est-ce qu'une partie de la communauté française en Inde est repartie en France à cause de la pandémie ou ça s'est plutôt Ouais, stabilisé? je Ouais. pense. Non, je crois qu'on a perdu une belle partie de notre communauté. Euh, les grosses entreprises au pic de la deuxième vague ont fait rentrer tout leur personnel et leur famille. Et donc, il y a beaucoup de familles qui sont restées en France, en fait. Les expatriés, souvent les maris de la famille, sont revenus en Inde pour le travail. Mais certaines entreprises ont dit, écoutez, c'est trop risqué, on fait tout de la France et on ne vous renvoie pas en Inde. Donc, je pense qu'on a perdu pas mal de ces expatriés-là. Il y a aussi pas mal de petits entrepreneurs qui ont fait faillite hein, avec la crise. Hein, quand les malls ont été fermés, par exemple, pendant 2, 3 mois, les entrepreneurs qui étaient dans le domaine de la restauration, par exemple, n'ont pas résisté. Hein. Ils ont été obligés de fermer leurs restaurants, de fermer leurs cafés, parce que dans ces business-là, il n'y a pas beaucoup j'allais dire, de trésorerie. Hein. Dès qu'on arrive au bout de sa trésorerie, on est cuit. On ne peut plus payer le loyer, on ne peut plus payer le personnel, donc on ferme. Et je crois qu'il y a, quoi, je suis presque sûr qu'il y a entre peut-être une grosse vingtaine, peut-être un tiers de la population expatriée française qui est rentrée ou qui est partie ailleurs, mais en tout cas qui a quitté la rue. Et si tu nous as expliqué que ça a été et c'est encore difficile de vivre en Inde, ça s'améliore un petit peu. On parlait de la vaccination, c'est vrai que là, ça s'est bien accéléré quand même. Oui, ça s'accélère, ça va mieux. Hein, on voit que, par exemple, encore une fois, si on reprend les malls, si on reprend les restaurants, les hôtels, tout ça ouvre à nouveau, mais reste quand même pas très plein en fait. Hein. On a toujours un petit peu peur d'aller dans ces endroits publics en Inde. On n'a pas rouvert par exemple les piscines, on n'a pas rouvert les salles de sport, on n'a pas rouvert des endroits un petit peu comme ceux-là où il peut faire chaud, où peut-être le virus peut se développer encore plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a encore des endroits fermés. Donc ça veut dire que on hésite hein, et on n'est pas revenu à une situation normale. Dans les couloirs, dans les rues, on parle d'une troisième vague. Donc, est-ce qu'elle va avoir lieu? Est-ce qu'elle ne va pas avoir lieu? Quand? Personne ne sait vraiment. L'information délivrée au public aussi est obligatoirement super exacte et donc donne lieu à beaucoup de rumeurs, en fait. Donc, on a toujours un peu cet environnement stressant qui fait que on ne sait pas si ça va vraiment bien, comme le soutient le gouvernement central, ou si vraiment il y a encore des situations difficiles, comme au Kerala, comme au Maharashtra. Bon, Bangalore, où j'habite, a été très, très touché par la deuxième vague. Là, d'un seul coup, on dit que tout va bien à Bangalore. C'est un petit peu surprenant. Donc, on se pose des questions, quoi. D'accord. Ben, écoute, Franck, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté la situation en Inde et plus particulièrement pour la communauté française qui est basée dans ce pays. Et je te dis à très bientôt. À bientôt.